Bonjour, merci d'être nombreux pour cette séance événementielle, une séance particulière qui me tient véritablement à cœur. Tout simplement, je veux raconter un petit peu l'histoire. C'est vrai que pourquoi cette collaboration qui va débuter ce soir. Il y a 2 ans et demi, j'avais été invitée par le Festival Mythos à assister donc à une rencontre avec HF. Et j'avais été invitée en tant que professionnelle, en tant que programmatrice. Et c'est vrai que le sujet m'avait interpellée, donc la place de la femme dans le monde de l'art, quelles que soient les pratiques artistiques. Et je me souviens qu'à l'issue de la rencontre, donc on s'était retrouvé avec un flyer. Et quand on parlait du cinéma, à ce moment-là, la place de la femme dans le processus de la création jusqu'à la diffusion m'avait paru vraiment avait un côté peau de chagrin, parce que seul le Festival de Cannes était cité, un certain nombre de réalisatrices connues ou plus ou moins connues, mais surtout le peu d'informations sur les femmes et le cinéma. Bon, après, j'étais rentrée à Clair Obscur, j'avais mis ça de côté un petit peu, mais ça m'avait interpellée. L'année dernière, ça n'avait pas eu lieu, alors que cette envie, justement, de mettre en place cette collaboration et des rencontres autour de la place de la femme, était quelque part en moi. Bon, depuis, vous savez, il y a eu les différents événements, je ne vais pas revenir là-dessus. Et c'est vrai que c'est la rencontre avec Sarah Dessin, qui est la directrice du service culturel de Rennes 2, qui a fait que le sujet est revenu. On a discuté, puisque même a réalisé une thèse sur la question du genre, partant de la place de la femme dans le cinéma anglais. De là, elle nous en a parlé, elle nous a mis en contact avec Laurie. Et Laurie, je l'ai rencontrée, c'était à l'automne, on s'est retrouvés ensemble. Et de là, ce que vous allez découvrir là est né, et avec une envie profonde et sincère qu'effectivement cette projection ait lieu, cette rencontre qui, pour moi, vraiment, ne sera certainement pas la première. Mais je vais lui laisser la parole. Merci Anne. Donc moi je vais peut-être me présenter, vous ne me connaissez peut-être pas, je suis Laurie Agimon, la coordinatrice de HF Bretagne, et ce que vous ne connaissez peut-être pas non plus, c'est HF Bretagne, qui est une association qui s'adresse d'abord aux professionnels des arts et de la culture. Donc on est membre du mouvement HF. Le mouvement HF, c'est un mouvement interrégional qui depuis 2008 travaille sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture. Ça peut paraître une entrée quand on n'est pas au courant, pour le moins étrange, étant donné que les arts et la culture sont des milieux très ouverts, qui prônent des valeurs d'égalité. Mais les arts et la culture, c'est aussi un lieu de pouvoir. Et en fait, 20% de la production qu'on voit au cinéma, dans ce qu'on lit, dans ce qu'on voit quand on va au théâtre, il n'y a que 20% en fait, d'œuvres de femmes que vous pouvez voir, en gros. Donc il y a un très gros déséquilibre, sachant qu'en gros, il y a 60% de femmes en école d'art et qu'au final, il y a une évaporation terrible qui se fait. Pour revenir sur le film qu'on va vous présenter ce soir, c'est un film qui a été très très peu diffusé et vu en France, qui s'appelle donc Et la femme créée à Hollywood, qui a été tourné par les sœurs Kuperberg et qui est sorti en 2015, qui a été présenté à Cannes. Et c'est un film que j'ai eu l'occasion de voir 3 fois, et j'avais tout de suite pensé à Travelling parce que les villes du monde, Hollywood, et ça nous a paru une évidence à l'occasion du 30e anniversaire de Travelling de proposer cette projection. Donc on va découvrir dans ce film quelle a été réellement la place des femmes au début du cinéma, et vous allez voir que c'est très surprenant. Et ensuite, pour en débattre avec nous, donc on retrouvera Véronique Lebris, qui a créé le prix Alice Guy, qui récompense chaque année depuis 2 ans une réalisatrice française, et Céline Dréan, qui est réalisatrice et scénariste. Et la rencontre sera animée par Élise Calvé, d'HF Bretagne, qui travaille tout particulièrement sur la question du matrimoine et qui vous éclairera sur cette notion qu'on va largement aborder maintenant. Voilà, bonne soirée, bonne projection, et à tout à l'heure. Qui connaissait le nom de Charlie Chaplin? Qui connaissait le nom de Mary Pickford? Ouais. Qui connaissait le nom d'Alice Guy Blaché? Okay.
Et de Loïs Weber. Bon, il y en a qui ont révisé leur sujet avant de venir. Bravo. Bien. Alors, on a le plaisir donc de proposer cette rencontre en partenariat avec Travelling et l'association HF Bretagne. Pour continuer la discussion, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Véronique Lebris, vous êtes journaliste. Bonsoir. Vous avez travaillé pour différents journaux, le Nouvel Obs. Vous avez été rédactrice en chef de Première de 2006 à 2011, si je ne me trompe pas. Et puis, on aura l'occasion d'y revenir. Vous avez découvert ce film, puis créé un site internet Cinéwoman qui vise à faire connaître les femmes cinéastes. C'est plus large que ça, qui s'intéresse aux femmes dans le cinéma, qu'elles soient spectatrices ou réalisatrices ou actrices, c'est plus commun. Mais enfin, à tous les postes de cinéma, et qui essaye de trouver des statistiques, un peu donner des. C'est à la fois de la critique de cinéma, mais plutôt anglais par le genre, et d'autre part des statistiques un peu sur des données tangibles, disons, sur les femmes et le cinéma. Parfait, on y reviendra. Céline Dréan, bonsoir. Vous êtes réalisatrice. Alors, vous connaissez bien Travelling pour y avoir été bénévole, puis travaillé plusieurs années. Et vous avez été tout d'abord directrice de production en film d'animation et en documentaire pour Vivement Lundi. Et vous êtes désormais réalisatrice de nombreux documentaires, dont Dans les rues d'Alger, de la Casbah, dans les murs, voilà, j'étais sûre que j'allais. Et dont d'autres documentaires qui sont accessibles et visibles par tous, notamment sur le site Cube. Donc j'invite. Pas tous, ils sont non, pas tous. En partie, vous pouvez vraiment les découvrir. Et j'avais une première question pour vous, Céline Dréan, puisque vous découvriez ce film-là ce soir. Alors, quelles sont vos premières impressions, réflexions, réactions ? Bon, je connaissais quand même le sujet, mais c'est quand même complètement vertigineux. En plus, c'est intense, enfin c'est dense quand même, donc je suis un peu scotchée. Et je me suis fait une réflexion. Bon, d'abord, j'ai l'impression que tout est dit. Je sais pas si tout est abordé dans le film. Donc on va sans doute creuser un peu, mais je me suis dit aussi que c'est quand même vraiment agréable de voir un film avec que des femmes. Et c'est quand on voit un film comme ça qu'on se rend compte qu'on n'a pas du tout l'habitude, et que habituellement c'est vraiment souvent les hommes à qui on demande leur point de vue et qui ont la parole. Enfin, les spécialistes, surtout dans les films, les films américains comme ça, vraiment faits à l'américaine, avec des témoignages, illustrations, archives, tout ça, qui est une forme très classique du documentaire américain. Voilà, tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette sensation étrange que je ressens ? Et c'est ça, en fait. C'est un peu accessoire par rapport à la thématique, mais c'est la réflexion que ça m'a inspirée aussi pendant le visionnage. Je me suis dit, mais ça change, comme c'est étrange. Véronique Lebris, vous aviez découvert ce film il y a quelque temps à Cannes, si je ne m'abuse. Oui, je l'avais vu juste avant le Festival de Cannes, quand il a été présenté. Comme j'ai un site, moi, qui est sur les femmes et le cinéma, on me l'avait envoyé, et moi, j'étais tombée de ma chaise. Hein. Franchement, je pensais pas du tout que c'était à ce point-là. D'abord, je connaissais pas l'histoire d'Hollywood de 1910 à 1930, enfin, grosso modo. Donc, il y avait des noms qui m'étaient un peu familiers, mais pas tellement, en étant très honnête. Et puis, alors moi, la réaction que j'ai eue, évidemment, après être tombée de ma chaise, je me suis relevée. Et donc, je me suis dit, mais en fait, si elles étaient à Hollywood, c'est qu'elles étaient aussi dans le cinéma en Europe, puisque le cinéma est quand même une création européenne. Donc, enquêtons. Voilà. Donc, ça a été ma démarche qui a été un peu longue à mettre en place, mais que j'ai fait, effectivement. Surtout que nous, on a la chance d'avoir quand même, en France, la pionnière du cinéma. Enfin, alors, je sais, c'est les frères Lumière qui ont inventé le cinéma, c'est-à-dire ils ont posé leur caméra, ils ont filmé la sortie des usines Lumière et ils ont fait la première projection publique. Mais ça, c'était le 28 mars 1895. Mais La Fée aux choux, le premier film d'Alice Guy, ça date de mars 1896, c'est-à-dire 3 mois après.
et c'est une fiction, alors qu'elle, elle a imaginé l'avenir du cinéma, c'est-à-dire qu'elle a anticipé, elle a compris que le cinéma servirait à raconter des histoires et prendrait sa force dans la fiction et non pas dans le documentaire, sans faire d'ombrage, enfin je veux pas faire d'ombre au documentaire, c'est pas du tout le problème, mais en même temps, c'est quand même majoritairement l'avenir du cinéma, ça a quand même été la fiction. Et c'est elle qui l'a vu et personne ne sait qui c'est. Effectivement, la première réaction, alors moi pour le coup, quand je l'ai vu, je me suis dit mais c'est presque un monde parallèle. Est-ce que c'est vrai? C'est tellement énorme, toutes ces femmes dont on n'a jamais entendu parler dans des cours, dans l'histoire du cinéma, etc. Et du coup, alors moi je me suis dit peut-être que ce sont d'affreuses féministes qui ont monté ça de toutes pièces pour enquiquiner les réalisateurs, je ne sais pas, ou les historiens. Et voilà. Et du coup, en creusant, en voyant que ce sont donc deux sœurs de réalisatrices françaises, Clara et Julia Kuperberg, qui ont réalisé ce film, en fait, elles sont passionnées de Hollywood, de l'histoire du cinéma, et elles ont réalisé une quarantaine de documentaires sur tout un tas de sujets, en fait, sur la censure à Hollywood, sur Sinatra, sur Orson Welles. Enfin, elles sont un peu spécialisées quand même sur les sujets qu'on ne connaît pas tellement. Par exemple, elles en ont fait un autre après qui était assez passionnant. Ils ne sont pas toujours aussi passionnants, mais sur ceux qui étaient engagés, en fait, les acteurs qui ont soutenu le nazisme ou alors qui ont soutenu, au contraire, qui étaient plutôt résistants. Donc elles sont quand même spécialisées sur des sujets qui ne sont pas traités habituellement quand même. Et alors, ce film a eu particulièrement du succès, vous le voyez dans le petit programme que vous avez eu, il a été primé à de nombreuses occasions, et puis il a été notamment projeté à la demande de l'Académie des Oscars en juin 2018, à Los Angeles. Donc voilà, après Los Angeles, vous avez eu ce soir la chance de le voir ici à Rennes. Avant qu'on creuse un peu et puis qu'on aille plus loin sur cette histoire de femmes et de cinéma, moi, ça m'intéresserait déjà d'avoir vos réactions aussi à vous. Alors, il y a des micros, un micro qui peut circuler avec Laurie, que vous avez vu tout à l'heure, la fabuleuse Laurie. Donc, voilà, nous, ça nous intéresse vraiment d'avoir vos premières réactions un peu à chaud sur ce film. Oui, c'est dur de se lancer. Alors, on a une première question. Je ne sais pas si Laurie a un micro, sinon je vais vous passer le mien en attendant. Alors moi j'ai fait des études de cinéma pendant 6 ans, donc il y a pas mal de noms que je connaissais déjà, mais j'avais pas conscience qu'il y a vraiment une fracture en fait au niveau des années 20 et des années 30, donc c'est assez pertinent je trouve, tous les noms qui sont développés et le fait de voir qu'il y avait des femmes qui avaient leur propre studio, etc. Après, à Rennes 2, on a la chance d'avoir eu des cours aussi qui nous parlaient pas mal de la situation des femmes dans les métiers du cinéma concrètement. Et en fait, ce documentaire tombe... moi, il y a certains trucs qui me posent problème dans la forme où c'est montré, mais elle mérite de remettre sur le devant de la scène pas mal de questions qui se jouent en fait actuellement. Enfin, dans les écoles de cinéma françaises, c'est pareil. Normalement, c'est la parité, mais au final, combien de réalisatrices sortent de films ? Une tous les 3 ans, donc grosso modo. Oui, si on veut donner quelques éléments chiffrés, peut-être Céline. Non, juste, je trouve ça rassurant d'entendre ça parce que moi j'ai fait des études d'art du spectacle ici à Rennes 2. Je ne sais pas si c'est les mêmes. Et en histoire du cinéma, j'ai jamais entendu parler de ces réalisatrices du début du siècle. Mais c'était il y a longtemps. Il y a 3 ans, en fait, il y avait une matière qui s'appelait la sociologie des métiers du cinéma. D'accord, ok. Parce que non, mais je trouve ça super d'entendre ça parce que c'est vrai que il y a 20 ans, mais vraiment, quand on faisait les cours d'histoire du cinéma, il y avait un nom de femme réalisatrice, c'était Leni Riefenstahl. Et bon, c'est en termes de matrimoine, c'est pas très simple, mais voilà, je trouve ça bien. On se disait aussi, toutes les trois, en discutant, que c'était aussi tout à fait pertinent que ce film soit présenté ici ce soir à l'université à Rennes 2. Et on avait vraiment envie d'en profiter pour vous lancer un appel justement à vous, les étudiantes, les étudiants, les enseignantes, les enseignants, et puis tous les curieux. Vous avez là une formidable matière
des noms sur lesquels creuser, faire des études, des thèses, etc. Et puis voilà, au lieu d'avoir un 150e mémoire peut-être sur la nouvelle vague, on en parlait. Voilà, une opportunité. C'est aussi pour ça que dans le programme que vous avez eu tout à l'heure, on a tenu à lister tous les noms parce qu'effectivement, le contenu est très dense dans ce film. Et donc, pour que vous puissiez garder en mémoire les noms qui sont cités dans le documentaire et pouvoir vous-même poursuivre vos recherches, vous pourrez profiter de ce listing. Véronique Non, moi je pourrais que vous encourager. Alice Guy, par exemple, c'est un territoire quasiment à explorer. Moi j'ai écrit un livre en fait sur les femmes dans le cinéma et je suis allée faire mes recherches aux États-Unis. Je précise qu'une fois que vous avez le voyage payé, quand vous allez à la Library of Congress de Washington, tout est gratuit et tout est accessible. Donc vous pouvez, et c'est ouvert à n'importe qui. Donc vous pouvez aller voir tous les films d'Alice Guy qui sont en stock là-bas sans aucun problème et vous avez accès à tout. Et il n'y a qu'une seule thèse dans le monde qui a été faite et finie sur Alice Guy. Donc, allez-y. Je ne sais pas si tout le monde veut faire des doctorats, mais là, il y a matière. Et notamment, c'était plutôt sur son histoire personnelle. En fait, c'était plus sur sa vie que sur son cinéma. Or, son cinéma, il y a quand même, en France, il y a à peu près 160 films qui sont disponibles, en fait, qui sont visibles d'elle. Et qui sont c'est un matériau complètement inexploré. Donc, évidemment, je vous force pas, mais ce serait quand même assez intéressant d'écrire aussi cette histoire-là. Et par la recherche universitaire, encore plus. Cette Alice Guy, effectivement, elle est inspirante parce que à travers tous les films qu'elle a pu tourner, on voit qu'elle aborde aussi des styles très différents du montage. On l'a un petit peu vu avec la fée aux choux. Elle aborde aussi les stéréotypes de genre. Elle aborde fait tout. le peplum presque. Enfin, elle aborde. Elle a fait beaucoup. D'abord, elle a inventé beaucoup d'effets spéciaux qu'on attribue à Méliès, mais quand même qu'elle a fait elle. Elle a tourné des opéras en 1906, donc. On attribue le cinéma sonore parlant en 1927. Elle a fait des films colorisés très tôt, avant de son départ aux États-Unis. Elle est partie aux États-Unis en 1907. Elle a fait des westerns, elle a fait des films avec des animaux, elle a fait des films avec des explosions, elle a fait un film qui faisait déjà 40 minutes en 1906, donc c'était énorme. Enfin, de toute façon, si on voulait bien s'intéresser à elle, en fait, elle a quasiment tout inventé dans ce et en plus avec un œil, un sens du cadrage, qui est une histoire, un sens du scénario aussi, les gags, tout y est quoi. Franchement, c'est vraiment incroyable que ce soit pas plus connu. Enfin, peut-être que vous avez eu la chance d'avoir des cours sur elle à Rennes, donc ce serait merveilleux que ce soit le cas. Mais c'est hallucinant que ce soit pas plus connu et que ce soit pas plus honoré. C'est quand même du patrimoine, ou du patrimoine français en partie, puisqu'il y a une partie aux États-Unis. Mais c'est hallucinant que ce soit pas plus connu, que ce soit pas plus diffusé, qu'on ne voit jamais ces films sur grand écran, par exemple, jamais. Ni de rétrospective à la Cinémathèque ou ailleurs. Surtout pas à la Cinémathèque, d'ailleurs. Elle est morte en 1968, Alice Guy, complètement oubliée. Bon, elle avait eu la Légion d'honneur en 58, je crois. Mais elle a été, en fait, quand elle est, je sais pas si vous connaissez son histoire, mais quand elle est partie aux États-Unis où elle a monté ce premier studio de production, la première major qui a été tenue par une femme, c'était elle, en fait, contrairement à ce qu'ils disent un peu dans le film. Donc de 1907 à 1917, mais alors que le cinéma était encore à New York. Donc elle a beaucoup produit, on lui attribue entre 1200 et 8000 films, donc c'est quand même énorme, même si c'est des courts-métrages. Et quand elle est revenue en France, en fait, plus personne n'a voulu se souvenir d'elle. Donc à partir de 1920, quand elle est rentrée en France, on l'a oubliée. Léon Gaumont ne l'a jamais citée alors que c'était sa secrétaire, enfin son ancienne secrétaire, sa directrice de prise de vue. Et il y a le fils de Gaumont qui l'a un peu reconnu. Alors, elle a eu effectivement la Légion d'honneur en 54, je crois, et une petite rétrospective à la Cinémathèque à l'époque de Langlois. Voilà, c'est tout. Elle a écrit ses mémoires. Elle a fini d'écrire ses mémoires en 1953. Elles ont été publiées par une association féministe en 1976. Alors, je crois qu'on a une autre intervention dans la salle. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez parler des circuits de diffusion de ces films-là? Comment faire pour les voir, pour y accéder? Pour voir les films d'Alice Guy? Non, disons oui, et ceux des autres aussi qu'on a vus.
partiellement pendant le... Alors, vous pouvez déjà commencer par YouTube, parce qu'il y en a pas mal sur YouTube. Je sais que c'est pas l'idéal, mais autrement, il y en a. En fait, les archives. Alors, il y a des fondations qui s'occupent des archives, mais les films de Gaumont. Enfin, à l'époque au tout début du cinéma, les films étaient quand même pas attribués aux réalisatrices. Hein. C'est pour ça que, aux réalisateurs ou aux réalisatrices, il n'y avait pas les noms. C'était attribué en fait à la maison de production. Donc aux archives de Gaumont, en fait, qui sont, ça, je sais pas si c'est accessible à tout le monde. Moi, j'y ai accès en tant que journaliste, mais je pense que si vous demandez, ils ont pas l'air débordés sur Alice Guy. De toute façon, vous pouvez y aller. Et là, il y a plein de films en fait qui sont accessibles, ou peut-être qu'il faut payer pour les avoir, je sais pas. Mais en tous les cas, ça, on les voit. Donc aux États-Unis, à la Library of Congress, c'est gratuit. Je pense qu'il y en a un peu à la Cinémathèque quand même, en cherchant. Et puis à Paris, à la BNF, il y en a aussi. Mais peut-être que dans les universités... Enfin, je ne sais pas s'il y a des... Ici, peut-être dans les bibliothèques, en cherchant un peu... Enfin, il faut chercher, en fait. Mais il y en a. Et il y a Lobster aussi qui a fait... Il y a Gaumont qui avait produit un coffret de DVD où il y a des films d'Alice Guy, et il y a Lobster qui a fait un coffret sur les pionnières là en décembre l'an dernier. Et, là aussi, il y en a quelques-uns. Merci. Alors, on a une autre question. Non, c'est plutôt un commentaire. Un film très important, ce documentaire, certainement, pour toutes les raisons que vous avez dites, mais aussi parce que il aborde la question du début du cinéma, qui n'est pas encore une industrie capitaliste, avec l'arrivée des Juifs, à qui certains jobs étaient interdits, de même qu'aux femmes, et qui se sont lancés dans le cinéma. Et puis ce tournant à la fin des années 20, où les femmes sont exclues, mais ces hommes juifs d'Europe de l'Est, eux, restent. J'ai regretté, et je pense que c'est très important, parce qu'on est à un moment où l'antisémitisme est réellement prégnant, et que les gens, très souvent et dans tout milieu, et de tous âges, oublient des choses aussi importantes que les Juifs, depuis des centaines et des centaines d'années, étaient interdits de certains jobs, les femmes également. Donc cette discrimination, et de ce point de vue, ce film est aussi très important. Et j'aimerais dire simplement que, bon, féministe, je le suis à ma manière, je trouve que c'est un peu genreux, c'est trop insistant, d'une certaine façon, au détriment d'une réflexion plus approfondie sur l'évolution historique et sociologique aux États-Unis entre les années 1900 et aujourd'hui. Alors, les choses sont dites, mais c'est trop elliptique, c'est dommage. Et je sais pas, au bout d'une demi-heure, je trouvais que c'était pesant de toujours insister sur les femmes, et qu'on aurait, enfin, j'aurais personnellement souhaité davantage d'explications et d'analyses en termes historiques, politiques, sociologiques, et relier ça aussi avec l'histoire du capitalisme et l'histoire de l'industrialisation aux États-Unis, en Europe, etc. Voilà. Merci. Le sujet, c'est les femmes, donc c'était quand même difficile de passer à côté. Les Juifs, effectivement, sont restés et ont tenu en fait les majors pendant, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est sûr. Mais si vous voulez ajouter toutes les minorités, il n'y a pas de Noirs, il n'y a pas d'Asiatiques. Enfin, là, on peut faire ça. Mais le sujet, c'est quand même les femmes dans ce film-là. Donc c'était normal de les traiter ainsi. Et il n'y a pas tellement de comparatifs. Elle traite vraiment de l'histoire d'Hollywood, hein, c'est très particulier, c'est même pas l'histoire du cinéma aux États-Unis, donc c'est à partir de la création d'Hollywood, comment les femmes ont évolué. Et quand on sait qu'aujourd'hui, en fait, alors parce qu'il y a un peu de temps qui a passé, mais le cinéma indépendant américain s'est écroulé depuis, et je crois que la proportion des femmes réalisatrices dans la production actuelle américaine, ça oscille entre 3 et 6%, ça me semble quand même assez
assez important de leur consacrer au moins un film entièrement. Après, sur les moguls, etc., sur les patrons de cinéma, il y en a de major, en fait, il y en a eu d'autres. Donc, moi, je sais pas, c'est la première fois que je voyais ça. En tous les cas, j'ai trouvé ça quand même très intéressant de s'intéresser spécifiquement à cet aspect-là. Mais... Juste pour redire aussi que ce qui est effectivement, on peut toujours englober cette question des femmes avec d'autres entrées. Ce qui est certain, c'est qu'à travers là pour le coup les entrées dans différents arts, c'est souvent le même mécanisme qui se met en place, c'est-à-dire tant que c'est de l'expérimental, du test, de la créativité. Et en gros, il n'y a pas d'enjeu ni de pouvoir, là, tout à fait d'accord avec votre analyse, tant qu'il n'y a pas d'enjeu de pouvoir ni d'enjeu d'argent, les femmes ont de la place. Et quand les choses commencent à se structurer, effectivement, petit à petit, on l'a bien vu là, elles disparaissent. Il y a quand même une double entrée, c'est-à-dire que dans tous les arts, il y a deux choses. Il y a de toute manière la difficulté des femmes déjà à émerger dans leur carrière artistique, qui est déjà une difficulté certaine, et de ce qu'on voit là, c'est l'effacement quand même de l'histoire. Et on le voit sur un art qui est quand même très récent. Et on se dit que déjà, l'histoire du cinéma a quand même zappé toute cette première partie des pionnières. Quand on traverse l'histoire des autres arts, on voit sensiblement les mêmes processus. Il y a eu l'an dernier une exposition sur les femmes photographes au musée d'Orsay à Paris, etc., où on a eu quasiment le même processus d'une boîte d'archives de photos qui n'avait pas de nom, qui n'était attribuée à personne. Et quand on creuse, eh bien, c'était la même chose. C'était des femmes photographes dont le travail n'a pas été reconnu. Alors, il ne s'agit pas de dire si c'est mieux, moins bien, tout ça. Il s'agit juste de dire que comme Céline on le dit, il manquait une voix au débat et il manquait clairement une partie de cette histoire. Il faut quand même accepter faut comprendre que c'est pas à cause de leur talent qu'elles sont rejetées. Parce que on voit peu d'extraits, mais quand même les rares extraits qu'on voit de Louise Weber, les films sont quand même assez intéressants, sont assez novateurs. Même la qualité, par exemple, quand elles insistent pas mal sur Frances Marion aussi, qui a été donc la scénariste, en disant qu'elle a eu deux Oscars. Enfin, bon, donc c'est quand même des femmes qui ont du talent. Hein, c'est pas. Donc on sait que le processus d'effacement et d'invisibilisation, là, puisque c'est le terme à la mode, ne vient pas du talent. Ça, il faut avoir. Donc c'est autre chose en fait. C'est alors effectivement la société, l'évolution, je sais pas le machisme ambiant, les mâles dominants. Enfin, il y a 10 000 raisons dans tous les cas sûrement pour expliquer ça. Mais ce qui est vrai, c'est que dans la carrière, dans les carrières artistiques et quels que soient les arts, le phénomène est quand même massif et cruel. L'espoir, c'est de se dire qu'effectivement, de la même manière, dans tous les arts en ce moment, il y a beaucoup de recherches pour justement redécouvrir, à la fois avec un aspect, on va dire, très militant et déterminé, mais aussi avec l'idée que c'est une richesse de notre culture commune, on va dire, de redécouvrir des femmes plasticiennes, de redécouvrir des femmes musiciennes, compositrices, de redécouvrir des femmes autrices, dramaturges, y compris depuis l'Ancien Régime. Enfin, il y a toute cette énergie-là qui est en train de se mettre en place. C'est très riche et tant mieux. Mais du coup, on est très heureuse que ça passe aussi par cet art du cinéma. Ça nous semble important et il y a toujours d'autres causes à défendre, mais celle-là n'en est pas une petite. Bonsoir. Du coup, là, la conversation, elle est un peu partie sur autre chose, mais je voulais répondre à une question qui a été posée pour où voir des films de réalisatrices comme Alice Guy. Et du coup, je fais partie de la programmation du ciné-club de la fac. Et nous, on va passer le 27 mars un film d'Alice Guy, justement. On va passer La naissance, la vie et la mort du Christ. Donc c'est le 27 mars. Et parce qu'on a fait une séance sur le cinéma des premiers temps. Bon, malheureusement, ce sera que la version DVD parce qu'on n'a pas pu avoir une copie de meilleure qualité. Parce que c'est très difficile de trouver des copies du cinéma des premiers temps et en plus de réalisatrices. Et donc, du coup, voilà, c'était juste pour répondre à la question aussi. Voilà. Merci, du coup, belle invitation de lancer. Il y avait une autre intervention, Élise ? Oui. Oui, merci, bonsoir.
Je me demande aussi si les femmes n'ont pas été invisibilisées, comme dit Véronique, en raison des thèmes, des sujets qu'elles approchent. Je pense à Ida Lupino, ça n'a pas été trop mentionné, mais elle est allée vers elle a questionné le viol féminin, elle était rooseveltienne et elle accompagnait toujours ces personnages dans leur souffrance et jusqu'à leur reconstruction. Donc ce film s'appelle Outrage, ou alors il y a Not Wanted, où elle a abordé la question des jeunes femmes qui abandonnent leur enfant. Et voilà, comment on pourrait aussi questionner cette partie de thèmes sociétaux qui sont abordés par les femmes, pas par les hommes, et est-ce que c'est une raison de l'effacement de leur travail aussi, parce que ce ne sont pas forcément des motifs qui coïncident avec une vision patriarcale de la société. A priori, en tous les cas, pour les réalisatrices de la deuxième partie du XXe siècle, ça a plutôt été une chance pour elles de traiter ces sujets-là, parce que justement, ils n'étaient pas du tout abordés par les hommes. Et elles sont restées un peu grâce à ça, parce qu'elles avaient une offre différente. Et on leur autorisait en fait de filmer ces sujets-là, parce que justement, il y avait pas de challenge là-dessus, il n'y avait pas du tout de compétition en fait sur le sujet. Par contre, et c'est ce qu'on voit en fait aujourd'hui, même si donc il y a à peu près 23%, entre 20 et 25%, ça dépend des années, de réalisatrices qui font des films en France chaque année. Alors qu'il y a 55% d'étudiantes en école de cinéma. Voilà, bon, ça c'est sûr. Enfin, je parle que des longs métrages là, pardon, des longs métrages qui vont au cinéma. On ne leur laisse, en fait, on ne leur alloue des budgets qui sont 3 fois inférieurs à ceux des hommes. Bon, ça c'est un autre sujet. Que sur des sujets en fait qui sont dits féminins. C'est-à-dire qu'une femme qui veut faire un film de science-fiction, alors c'est un mauvais exemple cette année parce qu'il y a Claire Denis, mais enfin Claire Denis, elle a une carrière derrière elle, c'est juste impossible, ça peut pas se faire. Alors faire un western, en France on se bat pas trop, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui font des westerns, mais ça je crois que c'est pas arrivé depuis, je me demande si depuis Alice Guy c'est arrivé. Enfin, il y a plein de thèmes comme ça. Donc, elles ont le droit, grosso modo, elles arrivent à trouver des financements pour leur production quand ce sont des sujets qui sont dits féminins, donc beaucoup la maternité, le viol, effectivement, enfin, qui sont liés à leur sexualité. Autrement, la comédie, surtout quand c'est une comédie romantique et qui finit bien. Et puis, voilà. Et puis, alors autrement, oui, bien sûr. Et tous les secteurs où l'économie du cinéma est pas très demandeuse. Et pas très fournie, c'est-à-dire le documentaire, ça elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent en documentaire et en court-métrage. Voilà. Et pas d'animation, par exemple, de long-métrage d'animation, alors que la première femme à avoir le premier réalisateur européen à avoir fait un long-métrage d'animation, c'est une femme, une Allemande qui s'appelle Lotte Reininger. Donc en Europe, parce que ça avait été, autrement il y avait eu un Argentin en fait qui avait fait un long métrage. Enfin, vous voyez, il y a quand même tout un tas d'interdits comme ça qui sont nés. On sait pas de façon un peu indicible, mais bon, pour le moment, enfin, moi j'en connais très peu. Si, il y a Céline Sciamma qui a écrit le scénario de Courgette là en fait, mais autrement, je crois, je connais pas de réalisatrice actuelle de long métrage d'animation en fait. Ce film aussi, sur ces pionnières du cinéma, il raconte aussi une autre image des femmes à Hollywood, telle qu'on a le cliché d'une femme glamour, un peu, de l'actrice, on va dire, dans le cliché solitaire, un peu caractérielle, qui vit dans le regard des hommes. Là, on voit une entraide déjà entre ces réalisatrices qui se cooptent, qui s'accompagnent. Et on voit des réalisatrices qui abordent aussi dans leurs films tout un tas de sujets, de styles de films. Moi, j'avais une question pour Céline sur qui sont ou ont été vos modèles, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'absence de ces femmes dans les cours d'histoire du cinéma que vous avez pu suivre.
puisque dans vos films, vous traitez, vous, alors pour le coup, pas forcément que de sujets qui touchent directement aux femmes. Vous avez fait un documentaire sur Vincennes, sur les courses. Vous avez fait un documentaire sur Brest, sur la ville de Brest, ses habitants et ses... Voilà. Alors, où est-ce qu'on va chercher des modèles inspirants quand on réalise aujourd'hui? Alors, comment répondre à cette question? Non, d'abord, juste un truc pour abonder dans ce que vient de dire Véronique. Je ne sais pas si vous avez vu la sélection des Césars qui est sortie la semaine dernière, quelque chose comme ça, mais effectivement, dans les catégories meilleurs films, en gros, si on sort des catégories comédiens qui sont de toute façon genrés, et on pourrait se poser la question d'ailleurs de pourquoi, mais si vous faites les ratios de la présence des femmes, c'est complètement déprimant. Et sur les meilleurs films et meilleurs réalisateurs, il y a une réalisatrice qui est la réalisatrice de Pupille, donc effectivement qui est un sujet féminin, enfin dit féminin. Voilà, c'est juste pour dire qu'il y a vraiment du boulot, on n'est pas rendu. Alors, moi, j'ai pas de modèle, en fait. Je pense que j'en ai pas eu. En tout cas, si on parle pendant mes études, donc j'ai eu aucun modèle féminin, je pense, de réalisatrice, en tout cas, qu'on m'ait enseigné. Et puis, de toute façon, moi, je n'avais pas prévu de devenir réalisatrice. Quand j'étais étudiante, j'étais étudiante en cinéma, mais je voulais travailler dans le cinéma, mais j'avais pas du tout le sentiment d'avoir des trucs à raconter, ou enfin j'avais pas de velléité de devenir réalisatrice. J'ai d'abord travaillé en production, en animation et en documentaire, et puis je suis devenue réalisatrice quelques années après. Et je dis ça parce que ça m'étonnerait pas que le fait de ne pas avoir de velléité d'être réalisatrice, ce soit aussi quelque chose qui a rapport avec justement le fait que j'avais pas de référence tellement, de modèle féminin. Vraiment, l'histoire du cinéma, moi, telle qu'on me l'a enseigné à l'université, il y avait vraiment pas du tout de femmes. Après, quand j'ai commencé à travailler en production, il y avait d'abord, il y a quand même Agnès Varda en documentaire qui est arrivée, qui est un peu la première en France. Et puis, enfin non, je pense qu'il y en a 600 000 autres, mais on ne sait pas encore, on le saura bientôt. Mais en tout cas, il y a Agnès Varda qui arrive comme ça, comme une figure très imposante. Et puis après, il y a d'autres. Aujourd'hui, il y a d'autres réalisatrices, Claire Simon. On en parlait tout à l'heure. Mariana Otero. On l'avait accueilli l'an dernier. Voilà, il y en a pas mal. Stéphane Mercurio, Alice Diop qui a été césarisée en documentaire. Mais comme tu le disais, comme il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est pas très grave. Mais donc, pour le coup, là, j'ai eu davantage de... Je ne sais pas si on peut parler de modèle, parce que c'est pas tout à fait la même chose que quand on est une petite fille ou une adolescente et qu'il y a comme ça un imaginaire collectif. Je pense que c'est pas la même chose que quand on est déjà étudiant ou étudiante, ou quand on travaille déjà, et où là, on est plus dans un processus de conscient, on va dire. Alors que, non, petite, il n'y a pas autour de... Enfin, il n'y a pas, en tout cas, à mon âge, il n'y avait pas. Et voilà. Et sinon, juste pour compléter aussi, quand je travaillais en production, moi, donc c'était dans une société qui s'appelle Vivement Lundi, qui est à Rennes, qui fait de l'animation et du documentaire. Et donc j'ai travaillé en production entre 97, 98 et 2004, 2005, quelque chose comme ça. Et à l'époque, en documentaire, il y avait une femme qui travaillait avec Vivement Lundi, qui était Martine Gontier. Et il y avait une femme qui travaillait en animation, qui était Emmanuelle Gorgère, qui était là tout à l'heure, mais je crois qu'elle est partie. Sinon, c'était que des hommes, les réalisateurs. Et aujourd'hui, donc longtemps après, quand même une quinzaine d'années après, il y a beaucoup plus de femmes dans les deux. Donc c'est pas, non, ça bouge. En tout cas, à Vivement Lundi, voilà, maintenant il y a pas mal de jeunes femmes qui font de l'animation et de femmes aussi de mon âge. Et en documentaire, on est aussi un peu plus nombreux. Je pense qu'en animation, la tendance est beaucoup plus lourde. Enfin, la différence est beaucoup plus importante qu'en documentaire. Voilà. En fait, en discutant notamment avec Aurélie, qui est productrice à Vivement Lundi, qui est là, c'est pas du tout général. Par contre, par exemple, dans l'animation, il y a un collectif qui s'appelle Les Femmes s'animent,
et qui réfléchit et travaille à ces questions aussi. Et il se trouve qu'en fait, en animation en France, c'est pas du tout une tendance lourde. Hein. Alors, je sais pas si c'est la région ou si c'est Vivement Lundi, enfin, ce qui s'est passé ici dans le coin. Il y a sûrement une explication. Si on faisait des statistiques par région, ce serait sûrement très intéressant. Mais voilà, en tout cas, moi, je trouve ça bien aussi de dire que des fois, ça bouge. Moi, je voulais revenir, enfin rebondir sur ce que vous avez dit sur le fait que les femmes s'entraînaient en fait à l'intérieur des studios. Il y a un cas qui est assez intéressant, qui est le cas de Dorothy Arzner, auquel on fait référence, donc qui était quand même une grande réalisatrice et qui a fait tourner beaucoup Joan Crawford. Et alors, ce qui n'est pas dit dans le documentaire, c'est que Dorothy Arzner, elle a eu une fin de carrière un peu plus compliquée en fait, parce qu'on l'a laissé faire pendant un moment et après, elle a eu plus de mal en fait à trouver sa place et à monter ses films. Et Joan Crawford lui a toujours tendu la main. Elle était devenue très 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 riche. Elle était pourtant Joan Crawford, c'était pas un caractère facile. Hein, c'était plutôt une femme assez forte, assez dans la compétition, qui avait vraiment lutté, qui a commencé à travailler à l'âge de 7 ans, qui venait vraiment de la fange en fait, et qui s'est faite un peu à la force du poignet, et qui à la fin de sa vie, enfin, a épousé en je sais plus combien de noces le PDG de Pepsi. Alors, ce qu'on ne sait pas, non mais c'est vrai, c'est assez intéressant. Ce qu'on ne sait pas, c'est que son mari est mort assez vite et donc elle est rentrée au board de Pepsi, Joan Crawford, dans lequel elle est restée pendant 15 ans quand même. C'est elle qui a contribué à faire connaître la marque dans le monde entier, à la répandre. Elle était un peu la directrice de communication de Pepsi, donc c'est comme ça que ça a été connu. Et justement, pour l'aider à populariser la marque, elle faisait faire des films, des commerciaux, là, ce qu'on appelle les advertising aux États-Unis. Et c'était Dorothy Arzner qui les faisait en fait. Donc elle a continué, elle lui a tendu la main comme ça assez longtemps. Et ça, c'est un bel exemple parce qu'on a tendance aussi à dire que les femmes se font concurrence entre elles, mais pas toujours, même si c'est des milieux très compétitifs et même si Joan Crawford n'a pas du tout cette réputation-là. Juste, alors là, je rebondis du rebondissement, mais juste pour la situation d'aujourd'hui, donc les chiffres du Haut Conseil à l'égalité de 2018, sur cette histoire de où sont les femmes aujourd'hui dans la réalisation, donc tant mieux beaucoup dans le documentaire, dans l'animation. Il se trouve que c'est aussi les filières où il y a le moins de financement. Alors dans l'animation, ça dépend des formats, hein, comme tu disais. En court-métrage, en court-métrage, oui, mais en long-métrage, il y a toujours un écart quand même de 42% sur la rémunération entre les réalisateurs et les réalisatrices, ce qui est sans doute dû aussi au fait que les réalisateurs souvent vont sur des plus grosses productions ou des tournages où il y aura plus de moyens. Mais c'est encore une réalité très tangible en 2018. Ouais, moi je pense que 42%, c'est complètement hallucinant. Je trouve ça ultra choquant. Enfin, je pense que c'est plus que la moyenne nationale. C'est moins de 20% la moyenne. Ouais, c'est ça. Et c'est dû effectivement au fait que ça ne veut pas dire que tout à l'heure j'ai vu aussi qu'il y avait Hubert Budor qui était dans la salle, qui est réalisateur de documentaires. Ça ne veut pas dire qu'il gagne 42% plus que moi, par exemple, quand on fait un film à 2 durées équivalentes avec un montage financier à peu près équivalent. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, tous les gros budgets quasiment sont confiés à des hommes. Donc ça crée évidemment un déséquilibre dans la moyenne. Mais je pense qu'il y a une autre raison, alors qui est plus difficile à mesurer, à quantifier, mais là qui est lié moi à vraiment mon expérience et ma pratique et à ce que je connais aussi autour de moi, des hommes et des femmes qui sont autour de moi et qui sont réalisateurs et réalisatrices, c'est que je suis absolument convaincue que les hommes négocient et que la plupart des femmes ne négocient pas. Et je suis convaincue, je le vois, voilà. Et que ça, c'est lié à, c'est pas du tout, les producteurs ne se disent pas, tiens, c'est une femme, je vais lui proposer moins, ou tiens, c'est un homme, je vais lui proposer plus. En tout cas, dans une même boîte ici à Rennes, par exemple, évidemment qu'il n'y a pas une volonté de payer moins les femmes, mais je pense que les hommes ont davantage la prétention au sens, moi je trouve positif du terme, de négocier et de pas signer tout de suite, mais de réfléchir, de se dire bon, alors voilà, avec mon expérience, avec la situation telle qu'elle est ce que je pourrais pas demander plus, alors que je crois sincèrement que la plupart des femmes ne négocient pas parce que tout simplement elles ont pas, c'est des trucs qu'on a intégrés
qui sont liées. Alors c'est pareil, il y a peut-être une différence qui arrive là avec la génération qui suit, et je pense, et ce serait super. Mais en tout cas, moi, ma génération, je pense qu'on a intégré qu'il ne fallait pas trop embêter les gens, qu'il fallait être bien faire son travail, être studieuse, mais pas prétendre non plus... pas être... Et la question de l'ambition aussi, le rapport à l'ambition, je pense que ce n'est pas du tout vécu de la même façon par les hommes et par les femmes. Je pense que ça fait partie aussi de cette différence de rémunération. Juste pour terminer, Laurie, puisque le temps coule, on parlait de l'importance des modèles. Alors ce soir, on a beaucoup parlé des modèles, du cinéma hollywoodien. Véronique Lebris a fait ce formidable livre qui s'appelle 50 femmes de cinéma, qui est publié aux éditions Marest et qu'on vous recommande chaudement, où il est question donc de 50 femmes. Alors certaines, vous les retrouverez, elles étaient dans ce film, mais d'autres sont des femmes, alors là encore de tout métier du cinéma, c'est-à-dire pas que réalisatrices. De tout métier et du monde entier. Et du monde entier. Et donc, de toutes les époques du cinéma. Voilà, donc c'est un objet vraiment passionnant pour les cinéphiles. Et je vous invite aussi à aller voir sur le site du réseau européen qui s'appelle EVA, EWA, dont Véronique Lebris fait partie. Et ce réseau, justement, essaye de valoriser et de mettre en valeur... De faire travailler des réalisatrices, des distributrices et des productrices de toute l'Europe ensemble. Parce que la situation est... Bon, alors, on a l'habitude de dire qu'en France, c'est plutôt un peu mieux qu'ailleurs, mais il y a des pays où ça bouge plus qu'en France, en Suède notamment, où il y a une politique très dynamique, en Belgique aussi, où il y a des expériences qui sont faites, et il y a plein de pays où il y a des quotas maintenant, en fait, en Irlande, en Espagne. C'est vrai qu'on a des clichés en fait sur les pays, mais malgré tout, il y a plein de pays où il y a des choses qui se font, qui sont plus originales qu'en France, et vous pouvez, auxquelles vous avez accès, puisque c'est l'Europe. Et du coup, alors pour faire un pendant, on va dire une suite à ce film de ce soir, on vous invite aussi à découvrir un tout petit court-métrage que vous avez réalisé sur ces pionnières du cinéma en Europe. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'équivalent en toute modestie gardée. Donc c'est la question qu'on s'est posée de savoir, mais alors qu'est-ce qui s'est passé en Europe? Est-ce qu'il y a eu des femmes qui étaient à l'origine du cinéma, à part Alice Guy, dont on a beaucoup parlé? Alors effectivement, oui, il y a eu des femmes dans toute l'Europe, à des postes différents, avec des histoires un peu différentes, et les raisons de leur effacement ne sont pas les mêmes que... Bon, c'est beaucoup la géopolitique, en fait, qui a été... et le fascisme, en fait, les régimes fascistes qui ont été un facteur d'effacement des femmes en Europe, et après, elles ont eu du mal à reprendre leur place, en fait. Grosso modo, de toute façon, il ne se passe pas grand-chose jusque dans les années 80. Dans les années 80, là, il y a une poussée des femmes réalisatrices, donc c'est l'effet retard des années 70, le temps de monter les films, de monter les productions, etc. Donc c'est là que ça se passe à peu près. Bien. Céline Dréan, on vous retrouvera dans un prochain projet que vous êtes en train de tourner. Merci d'avoir fait escale à Travelling, puisque vous êtes en plein tournage sur ce nouveau projet. Peut-être qu'on pourra... Vous pouvez en dire 2 mots, ou on le verra bientôt. Voilà. C'est encore top secret. Non, c'est un projet familial, lié à l'histoire de ma famille et à la religion et le marxisme dans les années 60. Là, j'ai pitché tout ça. On le verra où, en fait? On le verra où? C'est un film qui est coproduit, que je fais avec Vivement Lundi, et qui est coproduit par France 3 Ouest et les locales de Bretagne. Je peux pas ajouter un dernier mini truc, juste parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais l'ASCAM, c'est la Société civile des auteurs multimédia, a fait une étude qui est vraiment intéressante, qui est trouvable sur le site en 2014 ou 2015 sur la question, sur ces sociétaires, ces adhérents, et la répartition hommes-femmes, etc., et les inégalités salariales. Juste un chiffre, mais si ça vous intéresse, allez voir, c'est vraiment intéressant. La part des femmes à la SCAM, elle baisse avec l'âge. C'est-à-dire qu'avant, je crois que sur la tranche 20-30 ans, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc la SCAM, c'est en gros
l'équivalent de la SACEM pour les auteurs de documentaires. Ou de la SACD pour la fiction. Donc pour la tranche 20-30 ans, il y a une majorité de femmes, et puis après ça descend jusqu'à être à moins 25%, de femmes pour les plus de 60 ans. Donc il y a une baisse tragique qui évidemment est due aussi à la question de fonder une famille, etc. Donc il faut pas croire, c'est vraiment pas fini cette question-là. L'inégalité dans les tâches ménagères et dans la manière d'aborder la famille, elle est très très présente, et regardez autour de vous, c'est évident, ça reste une évidence. Et c'est très important parce qu'à la SCAM, plus on fait de films, plus on gagne un nombre de voix à l'Assemblée générale. Donc il y a une question de pouvoir qui est vraiment importante, ce qui fait que les gens qui ont le plus de pouvoir et qui décident au sein de la SCAM, où il y a 30 000 personnes, ce sont les gens qui ont fait le plus de films diffusés. Donc ce sont davantage des hommes parisiens et assez âgés. Voilà. Donc le système finalement avec ces voilà. critères peut se perpétuer gentiment. Voilà, c'est ça. Alors ça change, mais très récemment, et j'ai l'impression que c'est un peu comme partout, depuis 3-4 ans, là ça bouge. Mais voilà, la question aussi du partage des tâches dans un couple, elle reste hyper présente, même dans le milieu de la culture qui soi-disant est beaucoup plus ouvert, etc. Pardon, j'ai été longue. Laurie ? Oui, donc peut-être le mot de la fin. Je voudrais déjà vous remercier toutes les trois pour être venues. Et puis je voulais peut-être mettre aussi en lien tout ce que vous nous avez dit, ce qui peut être tiré du film avec le travail qu'on fait à HF Bretagne, que je vous ai pas forcément présenté en début de séance. C'est un travail qui se base en fait sur 3 grands axes. Le premier, c'est le constat. Il s'agit de compter. Donc, quand on entend parler de chiffres, c'est extrêmement important. C'est comme ça qu'on prend conscience du déséquilibre qui est absolument énorme. Et ce que je trouve particulièrement flagrant, c'est ce phénomène d'évaporation entre des étudiants et des étudiantes et des professionnels qu'on retrouve après. Voilà. On n'est pas, voilà, on est formé pour un métier qu'on ne peut pas exercer au départ. Et la reconnaissance surtout, parce qu'il y a une femme meilleur réalisateur au César en 44 éditions. Il y a une femme aux Oscars en meilleur réalisateur, enfin meilleure réalisatrice aux Oscars en 93 éditions. Et il y a une Palme d'Or en 73 éditions. Voilà. Donc ça, tout à fait. Et donc, plus on progresse jusqu'à la récompense, en effet, moins on va retrouver de femmes dont le talent peut être souvent nié. On peut nous dire, mais on ne programme pas au genre, on programme au talent. Donc ça veut dire que les femmes sont dépourvues de talent et que c'est une question de genre, le talent. Non, c'est une question de travail, c'est une question de moyens de production et c'est une question de visibilité. Donc, c'est pas le génie créateur masculin ou féminin, d'ailleurs, inné, ça n'existe pas. C'est ces 3 facteurs-là. C'est une première chose. Donc, le constat. Après, une fois qu'on a fait le constat, c'est pourquoi une telle différence. Donc, il y a des questions qui sont largement partagées dans toutes les sphères de la société, dans tous les champs sociologiques. Il y en a d'autres qui sont spécifiques au monde des arts et de la culture. Et je vous ai parlé aussi en début de séance du matrimoine. Et cette séance, c'était une séance matrimoine. Le matrimoine, c'est le pendant du patrimoine. Étymologiquement, le patrimoine est l'héritage des pères et le matrimoine est l'héritage des mères. L'ensemble des deux constitue notre héritage culturel. Or, notre matrimoine, on l'a perdu. Tout comme le mot, d'ailleurs, a été perdu. Il se réfère aujourd'hui uniquement au mariage, sous l'adjectif matrimonial. Mais voilà, ce contenu-là a été perdu et il faut qu'on aille le retrouver. Or, les femmes, elles ont de tout temps créé, elles ont de tout temps existé, elles ont même compté dans l'histoire. Et tout ça, c'est une écriture, c'est des choix et c'est souvent des choix politiques. Donc, c'est des histoires intéressantes à aller regarder à travers les âges. Notamment, je passe à la querelle des femmes. Enfin, voilà, il y a des tas de choses dans l'histoire qui sont très intéressantes et qui font qu'on a oublié, qu'on a perdu notre matrimoine et que de notre héritage culturel ne reste que le patrimoine. Il y a d'autres choses aussi, comme des choses liées aux charges, voilà, à la parentalité, à l'éducation, qui sont 2 piliers qui sont très, très importants. Et voilà, la question du pourquoi, elle est vaste et elle s'étudie toujours et c'est très important à aller étudier. Et après, il y a la question du comment. Comment on fait pour changer les choses ? Nous, on travaille sur différents champs. On travaille notamment sur la question, je vais prendre l'exemple de l'égaconditionnalité. Les fonds publics pour la création artistique, ils sont très inéquitablement répartis également.
Donc, en gros, il y a 80% des fonds publics pour la création qui sont alloués à des hommes. Il n'y a que 20% qui vont à des femmes. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la question du talent, c'est que le talent, c'est une question de travail, c'est une question de moyens. Donc voilà, il y a une égalité de moyens et c'est une question de visibilité. Quant à la visibilité, je pense que la Ligue du LOL vous donne un petit exemple dans le monde journalistique, à quel point c'est difficile de s'y accéder à une visibilité, ou simplement regarder de quelle manière on va parler du travail d'une femme par rapport au travail d'un homme, notamment dans le champ des musiques actuelles. C'est très intéressant. Voilà, donc c'est ces trois axes-là qu'on peut travailler. Et c'est important parce qu'en fait, dans une société, c'est difficile de changer, de mettre en œuvre une égalité réelle entre les femmes et les hommes si on s'appuie sur un socle culturel qui est tant inégalitaire. Voilà. Merci Laurie. Alors on en profite justement pour vous donner les prochains rendez-vous, puisque là aujourd'hui c'était une soirée cinéma, mais dans notre association HF Bretagne on s'intéresse à tous les champs de la création artistique, et donc on redécouvrira un autre pan de notre histoire commune le samedi 16 mars à 19h à la MIR, à la Maison internationale de Rennes. On aura le plaisir d'accueillir Aurore Evin, qui a justement depuis plus de 20 ans maintenant retravaillé cette notion de matrimoine. C'est elle qui a aussi revalorisé et ressorti de nos archives perdues le mot autrice, puisqu'on a l'impression de le réinventer à chaque fois alors qu'il existe depuis l'Antiquité. Donc elle nous expliquera tout ça et elle nous fera aussi partager des textes de femmes de théâtre qui écrivent depuis très longtemps et dont on a complètement perdu la trace, puisqu'on a l'impression qu'il n'y a que Molière, Racine, Marivaux, etc., qui ont écrit notre histoire théâtrale. Donc ce rendez-vous-là, il sera important. Laurie vous l'a dit, on est une association qui intervient dans tous les champs de la création. Donc vraiment, si vous avez envie de prendre part à nos réflexions, à nos chantiers, à nos actions, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc déjà en soutien simple, l'adhésion est libre, et puis aussi en vous impliquant. Il y a différentes commissions qui parlent de musiques actuelles, qui parlent d'art plastique, qui parlent de théâtre, qui parlent aussi de matrimoine de manière un peu transversale, et vous êtes vraiment toutes et tous les bienvenus. Céline le disait, on a toujours besoin d'alliés. Donc, messieurs, vous êtes aussi les bienvenus. Voilà, je crois qu'on a terminé cette rencontre. Je remercie vraiment Anne Le Hénaff et puis toute l'équipe de Clair Obscur pour nous avoir donné cette opportunité de vous présenter ce film ce soir. Et puis l'équipe du Tambour, Sarah Dessin pour l'accueil. Et également pour HF, Laurie Agimon qui a coordonné tout ça de main de maître. Merci à vous deux encore pour votre présence. Véronique Lebris, on retrouve toutes vos références sur le programme. Céline Dréan, vos films également à revoir, revoir et à découvrir pour ceux qui viennent. Et puis à bientôt, bonne fin de soirée à tous. Au revoir.